Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'expérience inédite. Je suis Patrick Walid, partenaire Digital Experience et Retail au sein du groupe OnePoint. Depuis des millénaires, les êtres humains se sont échangés des commodités, des biens, des services. Depuis moins de 20 ans, l'histoire s'est accélérée et tout a changé. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur et révolutionne nos habitudes de consommation. Autour de 5 questions, nous échangeons ici avec une personnalité forte et inspirante qui nous partage sa vision de l'expérience dans son secteur. Commerce, distribution, culture, food, hôtellerie, tous les secteurs sont impactés. Pour changer, en échangeant, avec la touche OnePoint, au-delà de l'évidence. Bienvenue dans l'expérience inédite. On vous a jamais dit le client est roi. S'il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs. Ce magasin est magique. Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Louis. Ouvrons le magasin. Bonjour Sébastien. Salut Patrick. Donc pour démarrer rapidement, si tu veux bien, je vais commencer par te présenter. Ta modestie dut-elle en souffrir? Tu as un parcours qui est vraiment exceptionnel. Et tu as été dans des boîtes, à des moments où ces boîtes connaissaient une croissance très très particulière en France. Amazon en 99, pendant un peu plus de 5 ans, donc c'est évidemment pas le même Amazon qu'aujourd'hui. Et voilà, pendant un peu plus de 5 ans, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 ans. Tu as vu la naissance d'Amazon en France. Ensuite, Google, 2005, pendant 10 ans. Là aussi, un moment où la boîte connaissait une croissance incroyable, donc une boîte étrangère qui arrive en France et qui a tout changé la donne aussi sur le territoire français. Et depuis 5 ans, tu es à la tête des opérations d'Alibaba en France, chez un acteur qui intrigue évidemment énormément pour nous en France. D'abord, c'est un géant du retail, c'est des chiffres qui nous donnent le tournis à chaque fois que vous les publiez, autant les chiffres de la Chine que des chiffres maintenant mondiaux que vous publiez. À la tête de cette boîte, il y a une personnalité hyper charismatique, incroyable, qui est Jack Ma. Voilà. Et c'est aussi, et c'est ça qui m'intéressait le plus aujourd'hui, ce sur quoi on aimerait t'entendre, c'est une manière de commercer qui est extrêmement originale. Alibaba s'est inventé énormément de choses et on en a une vision finalement assez peu précise en France. Donc voilà, donc un parcours, donc on le voit, où tu as été à chaque fois en France précurseur sur le développement de ces boîtes qui sont devenues des acteurs mondiaux absolument incroyables. Voilà. Je comprends aussi de ton job aujourd'hui que tu ouvres la porte du territoire chinois, du territoire inter-chinois pour les retailers français. Et comme on parle beaucoup de retail ici, voilà, ça va être l'idée de pouvoir nous exposer aussi ce que tu fais pour ces boîtes-là sur le territoire chinois pour ouvrir des nouvelles perspectives de croissance à un moment donné où les retailers français, c'est pas toi que je vais le dire, en ont sacrément besoin. C'est une belle promesse. Donc voilà, 5 questions. La première pour démarrer tout de suite. Quelle est toi ta propre définition de l'expérience, un concept derrière lequel on peut mettre beaucoup de mots, beaucoup d'acceptions. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette notion d'expérience. Il y a beaucoup de choses à creuser. Quelle est ta propre définition? Je pense que, alors déjà merci pour le portrait. Ce que je dirais juste en préambule, c'est que c'est pas moi qui aide. C'est pas un jeu, c'est un on. On a une équipe d'une 50aine de personnes à Paris qui a beaucoup grossi et c'est beaucoup eux qui le font plus que moi. Donc moi je les accompagne et je les ai fait rentrer chez Ali, mais c'est eux qui méritent les honneurs du travail exceptionnel qu'ils font au quotidien avec les partenaires. Et juste l'autre point, c'est on aide des retailers, on aide aussi beaucoup des marques, on y reviendra, qui sont aussi d'ailleurs, comme tu disais très bien, retailers, parce que maintenant la ligne a été pas mal gommée et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont aussi retailers de plus en plus. Mais pour moi, l'expérience, je pense que c'est un ensemble assez large en fait de touch points entre un client et un service utilisé. Je pense que ce qui le rend justement complexe et challenging, c'est que sur chacun de ces touch points, et il y en a énormément, il faut être totalement irréprochable. Faut être vraiment au top sur tout et la moindre petite erreur peut en fait avoir un impact assez négatif. Et puis nous, en fait, pour Alibaba, ce vecteur clé, et moi c'est ce que j'ai vécu dans les 4 dernières années, c'est que le vecteur clé de l'expérience, c'est l'innovation. On est en face en fait d'un consommateur qui est extrêmement jeune, qui revoit sans arrêt en fait ses repères par rapport au retail, ses attentes aussi. Et nous, on est obligé d'être continuellement dans une logique où on doit l'étonner, le satisfaire, répondre à ses demandes. Donc c'est pas de tout repos.
mais c'est très très stimulant et ça nous force parce que Alibaba est devenu aujourd'hui une entreprise de plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. Tu l'as dit, hein, c'est le premier retailer au monde hein, on a dépassé Walmart en termes de revenus générés il y a 3 ans maintenant. Mais ça nous force en fait à rester agile et créatif. Et moi, ce que j'ai vu aussi et ce que je trouve extraordinaire dans cette entreprise, c'est le niveau d'agilité et de réactivité qu'elle a, alors que c'est plus on dirait faire comme une start-up parce que c'est une boîte de la tech, mais est-ce qu'on est vraiment une start-up quand on est en bourse et qu'on a 100 000 employés? Je suis pas très sûr. Mais dans sa manière d'agir, elle est totalement start-up. Dans sa manière de lancer des nouvelles plateformes, de lancer des nouveaux produits, elle est totalement start-up. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Mais l'innovation, c'est vraiment pour moi ça, la clé de l'expérience, en tout cas chez Alibaba. Et c'est intéressant, c'est rafraîchissant même ce que tu dis pour les retailers français, parce qu'on oppose souvent un modèle où il y aurait des gros mastodontes, des vieux dinosaures, et puis des jeunes startups agiles. En fait, toi, ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait la démonstration qu'on peut vraiment faire les deux ensemble. Mais totalement, je pense que c'est une obligation. Je pense qu'au bout d'un moment, enfin, si tu regardes l'histoire de la tech, les entreprises qui sont devenues mastodontes, elles ont fini par mourir ou en tout cas devenir l'ombre de ce qu'elles étaient. Et c'est ça le challenge, c'est le challenge de tout le monde. Mais c'est aussi c'est le challenge de Google, c'est le challenge d'Amazon, puisque c'est des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé auparavant. Je pense que c'est le challenge de toute entreprise de pouvoir, dans le monde dans lequel on est, et encore plus post-Covid probablement, de rester agile et de savoir se réinventer en permanence parce que on est dans un monde qui est en train de se réinventer aussi. Il y a toujours cette logique aussi de dire que les grands créateurs sont souvent parano et regardent pas forcément leur concurrence existante, mais se disent surtout qu'est-ce qui pourrait arriver, un peu cette logique de Black Swan que j'ai pas forcément vu venir en amont et qui pourrait avoir un impact extrêmement négatif sur mon business. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir. Nous, je pense qu'Alibaba en fait a une manière de fonctionner qui est un peu différente. Je pense que ça, c'est aussi la force des algorithmes, c'est la force de l'intelligence artificielle, c'est la force de la donnée, puisque et ça, tu faisais référence à Jack Ma. Jack Ma l'a dit. Alibaba, c'est devenu petit à petit. Oui, c'est un retailer. C'est aussi la plus grosse fintech du monde, par le biais d'Alipay, mais c'est peut-être et avant tout une boîte de données, une boîte de data et une boîte qui est capable en fait de vraiment comprendre là où va le consommateur, sachant qu'en plus c'est un consommateur, comme je le disais tout à l'heure, qui est en évolution permanente. Donc si tu n'as pas cette capacité à savoir là où il va aller demain, c'est là où justement tu vas te retrouver en porte-à-faux parce que tu ne pourras plus délivrer en fait ce que le consommateur attend. Et donc, pour revenir sur cette notion d'expérience, sur ta définition de l'expérience, donc tu nous parles d'émotionnel, tu nous parles d'innovation, d'anticipation, tu nous parles aussi d'étonnement. Et ça, c'est un truc qui est très, très habité, je trouve, par la notion d'expérience. C'est l'idée de se dire que on a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, qui est de l'ordre du psychologique. Quand on est dans le produit, dans le service, on est dans le tangible et dans l'intangible. Quand on est dans l'expérience, on est plutôt dans l'émotionnel. Est-ce que justement, toi, c'était ma deuxième question, est-ce que il y a eu un moment clé ou quelque chose qui s'est passé dans ces entreprises incroyables dans lesquelles tu as évolué, où tu as senti justement ce déclic ou ce moment où ça a pu te démontrer que l'expérience était au cœur justement des nouvelles manières de consommer? Est-ce que ça a existé, ce truc-là? Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça? Ouais, j'ai vécu à plusieurs reprises, je pense, cela. La première chose, c'est que pour revenir encore, pour ancrer ça sur le consommateur chinois, parce que je pense que c'est là où il y a un vrai intérêt et quelque chose de vraiment nouveau, et beaucoup de choses que j'ai apprises. Moi, je pense que dans les 5 dernières années, j'ai appris tellement parce que je continue d'apprendre au quotidien, ce qui rend l'expérience vraiment fascinante. Mais nous, on a tendance, si tu veux, dans le commerce en Europe et en Occident en général, à vraiment séparer d'un côté tout ce qui va être divertissement et tout ce qui va être de l'autre côté, justement, shopping. Même si, alors après, est-ce que le shopping est un divertissement potentiellement? Mais je pense que sur Internet, les gens, ils ont tendance à vouloir que le shopping soit plus une commodité. Je rentre, je trouve mon produit, je le mets dans mon panier et je sors et c'est terminé. Et ce qui fait écho dans ce que tu dis, c'est que le consommateur chinois, lui, il va venir sur les applis parce qu'il est à 92% sur téléphone et plus du tout sur PC et il va rechercher justement cette émotion, il va rechercher du divertissement, il va rechercher de l'émotion, un lien avec la marque. Et
peut-être que ça va le pousser à acheter un produit ou pas, mais ce qu'il va rechercher justement, c'est ce lien. Ce qui veut dire que en moyenne, nous les gens, ils vont 7 fois par jour sur nos plateformes. Et ils y passent une demi-heure. Ça, c'est des chiffres de réseaux sociaux, c'est pas des chiffres de sites e-commerce. Alors, mais à chaque fois, ils achètent pas un produit, mais en tout cas, ils font cet acte-là. Et ce qui oblige, si tu veux, les retailers et les marques à toujours créer du nouveau contenu, à toujours trouver des nouveaux moyens en fait d'engager avec ce consommateur. Parce que si le consommateur vient et recherche quelque chose, recherche cet engagement, et tu ne lui donnes pas quelque chose de nouveau, bien, il ne reviendra pas la fois d'après. Donc, c'est un vrai challenge aussi pour les marques à ce niveau-là. Mais moi, à mon niveau, mon exemple, je pense, d'étonnement et le moment clé où j'ai vu l'expérience, c'était la première fois que j'ai visité un magasin Rema. Donc, Rema, c'est des supérettes urbaines, donc de centre-ville en Chine, qui n'existaient pas il y a 3 ans. Notre CEO, Daniel Zhang, donc qui a pris la suite de Jack Ma, j'étais dans son bureau il y a 2 ans et demi et il me dit tiens en fait qu'est-ce que tu penses de Emma, tu sais je travaille beaucoup dessus parce que c'est un peu son bébé et je lui dis ah bah je sais pas, je suis pas allé. Il m'a regardé d'un regard noir, il m'a dit je te prie la prochaine fois que tu viens en Chine t'as intérêt à être passé dans un Emma avant. Donc moi j'écoute quand le CEO me dit ça, j'écoute et en revenant à Shanghai pour reprendre mon vol vers Paris, j'ai demandé à mon taxi de m'arrêter et je suis allé faire une visite d'un Emma. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, alors pour être très honnête, j'avais un niveau d'attente qui était assez moyen, on va dire. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas je pensais pas être bluffé et j'ai été totalement bluffé parce que je me suis retrouvé dans une surface de 1000 mètres carrés. Alors, la personne en fait qui gère Emma me l'a fait visiter. Tu as 500 mètres carrés qui sont visibles par le client, par le chaland, et tu as 500 mètres carrés qui sont en back office. Et en fait, tu te retrouves dans un environnement où tu es à la fois donc dans un lieu de vie, parce qu'il y a aussi 5 restaurants, donc tu vois des gens en train de boire une bière et manger un canard laqué, un endroit où les gens font leurs courses, et derrière ça, en back-office, un endroit où tu as plein de gens, plein de jeunes chinois habillés en bleu qui viennent faire du picking, une partie en magasin, une partie en back-office, parce qu'il y a la moitié en fait des produits qui sont présents. Et tout ça lié par de la technologie, avec tout ça par le biais d'une app qui te permet de scanner n'importe quel produit, de voir sa provenance, de voir des plats avec lesquels tu peux les consommer. C'est que de l'ultra frais. Il y avait des huîtres de Cancale qui sont livrées toutes les 48 heures. Je trouve ça complètement dingue aussi. Et après, complètement seamless dans l'utilisation. Et ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que ça répond vraiment, tu vois, à 2 problématiques totalement différentes que peuvent avoir un consommateur. Moi, je peux sortir de mon bureau et il est 20h30 et j'ai rien dans mon frigidaire et je dois nourrir mes enfants et je peux commander sur mon application et quand j'arrive chez moi en une demi-heure, c'est livré devant ma porte. Ça peut être un plat tout préparé ou ça peut être des choses pour que je fasse le plat moi-même. Ou si je suis avec des potes parce que je sors du bureau, je peux aller au même endroit et manger avec eux et prendre une bouteille de vin, etc., et vivre un moment de vie dans ce même endroit. Donc ça répond vraiment à ces 2 demandes-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, si tu veux, c'est que c'est un concept qui explose. Il y en a, je sais plus exactement quel chiffre, il y en a des centaines aujourd'hui en Chine, alors que je dis il y a 3 ans, il n'y en avait quasiment pas. Et même sur les prospectus immobilier à Shanghai, on te met que ton appartement il est dans une zone d'achalandise de Rema, tu peux te faire livrer par Rema parce que c'est devenu un argument de vente, tu vois. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment assez extraordinaire. Et puis surtout, ça m'a fait penser au fait que, tu vois, le futur de l'expérience du retail, il est vraiment en Chine. Parce que c'est des surfaces qui sont... Le prix du mètre carré à Shanghai ou à Pékin, il n'est pas moins cher qu'à Paris ou à New York. En tout cas qu'à Paris, peut-être pas qu'à New York, mais en tout cas qu'à Paris. Ce qui veut dire que ce concept-là, il pourrait exister en France. Et on commence à avoir des choses. Il y a Franprix qui avait des choses, des Champs-Élysées, etc. On voit des tests. Mais là, c'était du test grandeur nature et puis surtout qui s'est développé à vitesse grand V et qui a un véritable succès. Donc pour moi, ça a été vraiment ça le moment clé où j'ai vu que l'expérience, tu vois, c'était au cœur de l'acte de consommation. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que on a quand même tendance à opposer en Europe la question du chiffre d'affaires par mètre carré, de ce qu'on devrait faire pour remplir dans le retail alimentaire des paquets chips jusqu'au plus haut possible des murs pour optimiser cet indicateur-là.
Et toi, ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, ce lien, qui est évidemment un truc, bon, tu connais un petit peu OnePoint, c'est un concept, une notion dont on est extrêmement proche, qu'on promeut beaucoup. Le lien, l'expérience, la partie lieu de vie, restaurant, etc. Donc finalement des chiffres d'affaires non commerciaux, des mètres carrés non commerciaux. Tout ça est tout à fait compatible avec le fait d'avoir une croissance et forte dans le retail, sous-tendu par de la data. Si on arrive à mettre tout ça ensemble, ça fonctionne, quoi. Mais finalement, il n'y a pas tant d'expérience que ça en Europe, tu nous disais? Oui, moi je trouve que quand je regarde autour de chez moi, je dois avoir 6 ou 7 Monoprix, Intermarché, Carrefour Market, etc., Franprix, tout ce que tu veux. Et il y a pas mal, il y a des choses qui sont faites, mais je trouve que puis même, l'autre chose aussi dont je me souviens maintenant, tu vois, quand j'y repense, c'était le sentiment que j'avais en fait dans cet endroit. Alors, normalement, je suis en Chine, je fais 1m96, j'ai une barbe, etc. Donc je suis pas forcément, tu vois, je me fonds pas, on va dire, dans la population. On se connaît dans la rue, quoi. Mais pourtant, le sentiment que j'ai eu dans ce magasin, c'était, tu vois, un sentiment de bien-être parce que c'est très ouvert, c'est pas, alors que nous, on a l'impression, justement, parce qu'on essaie d'optimiser le mètre carré et tous les rayons, etc. Souvent, et là, on le vit encore plus, tu vois, avec le Covid. Moi, ça, je l'ai vu incroyablement à Paris. C'est impossible en fait de faire tes courses dans un magasin parisien, à part si tu vas peut-être dans un grand Monoprix parce qu'il va au bon marché, mais dans une petite supérette, etc., tu te retrouves forcément toujours à quelques centimètres en fait des autres personnes, alors que là en fait ils ont aussi réfléchi, repensé, et ils continuent à le repenser en regardant, tu vois, le parcours des clients et leur évolution et ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, pour que ce soit vraiment hyper agréable et que ce soit une expérience de shopping hyper agréable, quel que soit ce que tu as voulu aller chercher, mais c'est juste pour aller prendre un litre de lait, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que on a tendance à avoir une vision assez, comment dire, assez parcellaire du commerce en Chine. Donc c'est bien que tu nous éclaires là-dessus avec une vision à la fois d'Européens qui est allé et de mecs qui opèrent du business. Avec, et en espérant, et tu vois, moi je pense que ça c'est une chose qui a pas mal changé dans les dernières années. On le voit beaucoup. Moi ça je le vivais chez Google. Il y avait beaucoup de learning expedition, ou d'entreprises qui venaient dans la Silicon Valley pour justement venir chez Google, venir chez eBay, venir chez Microsoft, etc., pour voir ce qui se passait, où était l'innovation. Et puis après tu vas au NRF à New York pour savoir ce qui se passe aux US. C'était un peu le Graal. Moi, je pense qu'il a commencé à avoir un peu un shift vers la Chine. Je pense qu'il n'est pas encore complètement là où il devrait être, mais parce que il y a aussi cette espèce de logique de se dire oui, mais en fait, la Chine, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, c'est pas les mêmes types de consommateurs. Moi, ce que je vois au quotidien, c'est que oui, il y a des choses qui sont différentes, clairement, et des choses qui sont pas réplicables, mais il y a beaucoup d'idées qui le sont, et ça vaut vraiment le coup, tu vois, de comprendre. Et je pense qu'il y a des partenaires, il y a des gens qui sont présents sur place qui peuvent aider les marques, les retailers à le faire. Puis ce qu'on voit, c'est que ceux qui le font, ils en bénéficient, c'est sûr. Oui, même des acteurs européens. Moi, si je peux partager aussi une expérience justement avec un grand retailer français qui s'intéressait donc à aller sur Tmall en Chine et aller commercer là-bas. Parler donc avec un de vos partenaires qui me racontait une expérience incroyable avec des taux de transfo qui ferait rêver n'importe quel e-commerçant ou n'importe quel commerçant et même n'importe quel pure player en Europe. Une expérience qui avait été menée où il y avait une présentatrice télé, je crois, chinoise, qui était allée à Londres, donc chez ce retailer en Angleterre, et qui était en live, en une session live, comme on est en train de faire en ce moment, sauf que c'était évidemment les réseaux sociaux d'Alibaba, qui faisait son shopping. Elle était filmée, évidemment. Elle sortait un cintre avec un produit. Évidemment, il y avait juste à côté, pour tous les internautes chinois qui regardaient la live station de cette animatrice, il y avait évidemment le produit, la bonne promo au bon moment. Elle prenait un autre produit, tout avait été évidemment scénarisé à l'avance. Mais c'est une expérience de manière de vendre de produits ou de vendre des produits ou de commercer, voilà, qui est encore, et ça je parle de ça il y a quelques années, c'était il y a je sais pas, 4 ou 5 ans, c'est pas des choses qu'on voit encore en Europe. Et pourtant c'est bien ce lien que tout le monde recherche, qu'on appelle comme on veut, digital ou que sais-je. Le mot digital étant un peu galvaudé, mais tout ce commerce connecté, que tout le monde essaye de craquer, que finalement assez peu arrivent. Et j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable. Et je pense que des comme ça, vous en avez
Des dizaines. Tout le temps. Et il y a des nouvelles plateformes qui sortent tout le temps et tout ce qui est. Et c'est intéressant parce que je pense que tout ce qui est lié pour refaire ce lien au divertissement et aux plateformes et au live streaming, etc. Nous, on l'a vu par plein d'aspects. On l'a vu des marques françaises qui se lançaient en Chine avec des influenceurs chinois qui allaient porter ces produits-là et qui derrière font des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de ventes en quelques temps. Mais moi, je l'ai aussi vu en France avec des influenceurs chinois qui habitent en France et qui font du live stream pour les consommateurs chinois. Et là aussi, si la personne a créé une communauté de followers et répond en fait à ces demandes-là tout de suite, puis voilà. Puis la différence aussi, c'est que comme tu le disais, les chiffres qui donnent le tournis, on n'était pas obligé d'avoir un énorme succès et d'avoir 10% de part de marché dans ta catégorie pour que ça marche en Chine. On a 800 millions d'acheteurs sur nos plateformes, donc même si tu fais un petit pourcent, tu fais des chiffres déjà qui sont phénoménaux. Il y a une question là qui est posée par Maud Zilnik sur quelle est la clientèle finalement type de ces magasins chinois. Est-ce que ça s'adresse vraiment est-ce qu'il y a une clientèle lambda chinoise dans les grandes villes dans lesquelles tu travailles pour ce type de magasin? Est-ce que c'est du tout venant? Est-ce que c'est au contraire ciblé sur une partie de la population très particulière? Pour Hema, je pense que Hema, comme c'est du frais, c'est plutôt du plus cher. Donc on va dire c'est de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Mais derrière, c'est à la fois, et c'est ce que je disais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est à la fois le père ou la mère de famille qui doit nourrir ses enfants et qui va commander et se faire livrer pendant la semaine parce qu'il revient ou elle revient tard du bureau, mais qui le samedi matin viendra peut-être avec son fils et il y a un atelier cuisine et le fils va faire l'atelier de cuisine pendant que eux vont manger en attendant qu'il ait fini son atelier. C'est très large. Je pense que c'est assez jeune, comme le commerce en général, plutôt CSP+, on va dire, ou classe moyenne supérieure, et très urbain, parce que ces magasins, pour le moment, ils sont vraiment que dans les grandes villes. Mais c'est pas réservé à une élite, quoi. Le point, c'est que c'est pas... Non, c'est ouvert à tout le monde. Et alors l'autre chose, c'est qu'en termes même en termes de prix, tu vois, moi je trouve que c'est assez compétitif. Je reviens sur l'exemple des huiles de Cancale. Je regardais justement le prix et je faisais des correspondances entre le RMB et l'euro, et c'était pas 2 fois le prix, c'était 20-25% plus. Mais les huiles, c'est pas fou, ouais. Et ça. Ok, alors le temps file déjà. Ouais, une trentaine de minutes. Je pourrais parler 3 heures avec toi. Quatrième question sur tous ces changements structurants dont tu parles. Donc, ils ont un impact sur les boîtes. Toi, tu as pu voir notamment quand tu étais chez Google, mais aujourd'hui encore, finalement, avec ta place chez Alibaba, tu vois beaucoup de marchands français. Est-ce que tu as pu identifier quel type justement de changement structurant ça implique pour les commerçants français que de se tourner vers cette nouvelle ère de l'expérience? Qu'est-ce que ça implique humainement, socialement, en termes d'organisation de boîte? Je pense que si tu veux, je peux pas parler de ça sans parler de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'il y a une double chose, il y a l'expérience et puis il y a le Covid. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que nous on l'a vécu, si tu veux, à 2 niveaux. On l'a vécu par procuration avec nos collègues à Hangzhou, courant du mois de janvier, parce que ça a commencé au mois de janvier où il y a eu un lockdown. Moi, je devais y aller à ce moment-là avec le CEO de Fidorga. Je me souviens, on s'est vu un lundi ou un mardi au bureau. On devait se voir la semaine d'après à Shanghai, enfin à Hangzhou, et ni l'un ni l'autre n'y est allé. Donc, on a vécu cette période-là. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est le retour en fait un peu à la normale en Chine, ou une nouvelle normale, on va dire. Et moi, ce que je me dis, c'est que voilà, la planète s'est arrêtée pendant 2 mois. On a tous fait un cheminement interne et personnel sur nos envies, nos peurs, nos responsabilités aussi. Forcément, tout ça va changer un peu les approches, et j'espère plus que moins. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur le sens, tu vois, le sens, et on le voit, il y a une
très bonne étude de McKinsey là, qui est sortie sur l'évolution des modes de consommation et qui avec un deep dive sur les Chinois, les Français, les Américains, etc., qui est assez intéressante. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est donc, mais je pense que le sens, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui, alors je sais pas exactement quel rôle ça va jouer, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser et qu'on voit pour les marques et pour les retailers. Celles qui vont passer à côté de ça risque d'avoir un impact très très négatif sur leur potentiel. Nous on l'a vu avant avec d'autres choses, mais par exemple tu as dû entendre parler de l'histoire du scandale avec Dolce & Gabbana en Chine il y a quelques mois. Typiquement, je pense qu'il pourrait y avoir le même type de problématique pour des gens justement qui ne prennent pas en compte en fait l'évolution des choses et l'évolution et les besoins de la planète. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est dans le travail et la relation des entreprises avec leurs employés. Chez Alibaba, on a 6 devises qui nous définissent, dont une qui était là dès le départ. On les a revues l'année dernière, d'ailleurs au bout de 20 ans, mais Jack Ma les avait créées il y a 20 ans déjà. Et une, c'était client en premier, employé second, actionnaire troisième. Et dans cette crise, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, on était vraiment employé premier. Et puis après, en second, c'est la lutte contre le virus, que ce soit par le biais des dons qui ont été faits par Jack Ma et par la fondation Alibaba, en Chine dans un premier temps, mais dans le monde entier, donc en Europe, en France, on a été les premiers, je pense avoir parmi les premiers à donner 1 million de masques au gouvernement, etc. Et plein d'autres choses, des tests, des combinaisons pour les hôpitaux, mais aussi dans le développement de technologies au service des hôpitaux pour aider à détecter le virus. Donc tu vois, la boîte s'est arrêtée quelque part, elle a dit on va protéger nos employés, tout le monde reste chez soi, et derrière on va mettre en phase et on va mettre en mesure quelque part notre réseau de partenaires et de faire le lien entre, parce qu'on a la plus grosse plateforme B2B au monde, trouver tous les fabricants de masques, tous les fabricants d'électronique, etc., et les mettre en lien avec les hôpitaux qui en ont besoin. Et ça, on continue à le faire maintenant avec les pays qui en ont besoin ou les entreprises qui en ont besoin. Ça, qui vont se remettre à travailler le 11 mai, qui ont besoin de masques, qui ont besoin de gel, qui ont besoin de toutes ces choses-là. Il y a, alors ça aussi, s'il y a des gens qui nous écoutent, que ça intéresse, ou des clients que ça peut intéresser, envoyez-les nous et on pourra les aider à identifier les bons partenaires avec qui travailler. Et puis après, je suis le troisième. Pardon ? C'est la petite minute publicitaire. Ouais, publicitaire, mais utile. Utile, bien sûr. Et puis la troisième chose dont vous parlez vous forcément énormément, c'est la digitalisation des entreprises, parce que on peut pas, tu peux pas contester l'apport inégalable de la technologie, la nécessité d'accélérer la digitalisation des activités. Nous, on le voit beaucoup et ce qu'on essaie de faire, c'est en Chine, mais aussi en Europe, puisqu'on a lancé des programmes en Europe, c'est par le biais de nos activités cloud, parce qu'on est le plus gros acteur de cloud en Chine, et on est présent aussi en Europe. On a des data centers en Angleterre, en Allemagne, on travaille avec pas mal d'acteurs locaux. C'est d'accélérer aussi la digitalisation des PME, des TPE, parce qu'elles le sentent toutes, et il y a des exemples partout de petits producteurs, de petits vendeurs, de petites entreprises qui n'étaient pas sur le digital et qui se sont rendus compte que en moment de crise, c'est là où il faut aller, et ils feront pas machine arrière. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, une fois que tu as lancé la machine, il y aura pas de retour. Ça, je trouve ça hyper intéressant dans l'évolution et les défis à relever. Et je pense qu'il y a un vrai, c'est le sens, la relation au travail et à tes employés, et puis après la digitalisation. J'adore ce que tu nous dis, parce que je parle de changements structurants dans les boîtes. Tu aurais pu me répondre organigramme, nouvelles fonctions, supply, etc. Et la réponse que tu donnes, c'est le sens, qui est évidemment, tu le sais, un des sujets qu'on porte hyper fortement dans les entreprises, chez nos clients, chez Waypoint, ce lien, ce sens, la relation au travail. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que ça vienne de toi qui opère les opérations d'un immense acteur chinois, avec tous les a priori qu'on peut avoir sur l'usine du monde, sur etc. En fait, ce que tu nous dis, c'est que changer un peu votre vision des choses, parce que même sur ces sujets-là, la Chine est très en avance sur des sujets où on n'attendait pas forcément. On a eu l'occasion de parler, toi et moi déjà, des sujets environnementaux. Je crois qu'il y a des choses à nous dire peut-être là-dessus. La perception qu'on peut avoir qu'on serait
en Europe très en avance sur ces sujets-là et que le plus gros pollueur de la planète, les Américains ou les Chinois seraient à peu près sur un pied d'égalité. On sait que c'est pas la réalité. Moi, je trouve ça fascinant ce que tu nous dis de ce point de vue-là. C'est-à-dire que non, attention, c'est cette manière de commercer qui inclut le sens, qui inclut l'humain, qui inclut le bien commun de manière générale. C'est déjà à l'œuvre et en plus ça fonctionne beaucoup mieux que les modèles qu'on pouvait connaître jusque-là. Ouais, je pense que ça va être une demande nous, moi, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que on est avant tout à l'écoute et à une écoute très particulière de l'attente des consommateurs. Et je pense que l'évolution, et là encore pour revenir, c'est ça qui est hyper intéressant dans ce qui se passe en Chine, c'est que tu vois, il faut se rappeler le fait qu'il y a 20 ans, ou 20 ou 25 ans, il y avait quasiment pas de commerce, il y avait quasiment pas de marque qui était disponible. Donc c'est une révolution qui s'est faite à une vitesse grand V. C'est une révolution qui s'est faite que par le biais du digital. Hein, et Alibaba, on est le meilleur exemple. Et donc le digital est au cœur de cette transformation-là, et les jeunes sont au cœur de cette transformation-là, et c'est eux qui font le développement de ce pays. Et je pense qu'ils sont très au fait, en fait, de l'évolution, des besoins, et je pense que c'est eux qui vont faire cette nouvelle révolution-là, et c'est eux qui vont s'orienter vers les marques qui vont répondre en fait à leurs attentes. Ok, bon, on arrive à peu près au bout de notre échange. Il nous reste une dernière question, ça tombe bien parce que je vois qu'il y a une question qui est posée, qui était justement ma cinquième et dernière question pour toi. On peut pas faire l'impasse, tu disais tout à l'heure, sur la crise qu'on traverse, sur ses impacts. Est-ce que, vu de ta fenêtre, on va consommer demain de la même manière, de manière générale, hein, évidemment. Est-ce qu'on va échanger des biens, des produits, des services, des expériences de la même manière qu'on pouvait le faire jusque-là? J'ai envie de dire que j'espère que non. Je vois pas comment on pourrait faire pareil. Je pense qu'il faut forcément faire différemment. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que tout va s'accélérer. Je pense qu'il va y avoir une réindustrialisation. Il y a cette logique de souveraineté dont tous les États parlent. Je pense que ça va poser un vrai problème à tout le monde de se rendre compte que personne fabriquait des masques et qu'on en a besoin, c'est compliqué. Mais je pense que il y a d'autres tendances comme l'automatisation, la robotisation, la digitalisation qui vont aller encore plus vite. L'IA, l'intelligence artificielle qui vont aller encore plus vite que la réindustrialisation et la souveraineté des pays. Et je pense que ça va avoir des conséquences très compliquées pour l'emploi dans nos pays. Mais l'autre chose que je vois, alors si je prends vraiment mon prisme à moi, c'est que ce que j'ai trouvé fascinant en fait en arrivant chez Ali, et ce qui m'a fait prendre ce job aussi, c'était cette logique de dire ce dont tu parlais tout à l'heure, l'ouverture en fait de la Chine à des entreprises françaises, à des PME françaises qui n'y sont pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y en a à peu près 300, tu vois, qui ont fait le pas. Et nous, ce qu'on a vu en fait depuis le début de cette crise, c'est qu'il y a une vraie accélération en fait de certaines entreprises qui avaient un projet d'aller en Chine et qui avaient peut-être à une vitesse, on va dire 1-2, et qui se sont dit mais en fait il faut qu'on y aille maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller. 1 parce que il y a une opportunité, et 2 parce que on est sur nos marchés sont en crise. Et ce qu'on voit, si tu veux, c'est que les entreprises qui étaient déjà, elles ont aussi augmenté leurs investissements là-bas de manière assez massive. Et les résultats pour celles qui l'ont fait sont là. Et ce qui est une évidence, c'est que c'est l'économie chinoise qui va redémarrer en premier. Et je pense qu'une des accélérations qu'on va avoir, justement, c'est ça, c'est le travail main dans la main avec la Chine. Il y a eu un exemple qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Hermès qui a réouvert son magasin à Canton, je crois, et qui a fait 3 millions, 7 millions en un jour. Quand tu vois que tous leurs autres magasins aux États-Unis et en Europe sont fermés, c'est quand même assez intéressant de réussir à avoir un marché dans lequel tu peux continuer à le développer. Donc moi, je pense que et après, pour revenir à ce que tu disais, donc plus sur les modes de consommation, le seconde main, là pour le coup, c'est une tendance qui est beaucoup plus forte pour le moment, avec des rents de runway aux US, des vestiaires collectifs en Europe, qu'en Chine, mais c'est une demande qui a de plus en plus de la part des consommateurs chinois. Nous d'ailleurs, la deuxième minute pub, mais bon, pas vraiment parce que personne ne va pouvoir l'utiliser parce que c'est que pour les Chinois, mais on a lancé une plateforme qui s'appelle
de luxe qui s'appelle Luxury So. Donc on avait déjà lancé une plateforme de luxe qui s'appelle le Luxury Pavilion il y a à peu près 2 ans et demi, et là on a lancé une seconde qui s'appelle Luxury So, qui est du seconde main. Et si on l'a lancé, alors il se trouve que c'est post-crise. C'était déjà dans les cartons, on en parlait déjà, mais c'est complètement en phase avec les attentes de ces consommateurs. Donc, si on l'a développé, c'est parce qu'on a senti qu'il y avait une vraie demande de la part des consommateurs chinois. Et puis après, moi, je pense que tout ce qui va toucher à la création de formats de retail inédits, comme Rema, mais comme on peut le voir aux États-Unis, comme Glossier, Restoration Hardware, qui permettent une véritable immersion dans l'univers de la marque, tout en intégrant une partie de techno. Parce que moi, ce que je vois dans ce que je continue à regarder, tu vois, ce qui peut se passer aux États-Unis, je trouve qu'il y a des très belles choses, mais technologiquement, à mon avis, il manque encore cette partie-là, alors qu'en Chine, t'as aucun concept qui ne sort, qui intègre pas du QR code, du beacon, une expérience 3D en réalité augmentée, etc., etc. Ça, je pense que ça, c'est ce qui manque un peu dans les évolutions et qui viendra demain. Donc, je pense qu'il y a un truc, c'est l'accélération vers la Chine. La deuxième chose, c'est de seconde main et les achats qui ont du sens. Et la troisième chose, c'est intégrer la technologie sur des nouvelles plateformes, sur des nouveaux concepts, on va dire, retail. C'est que chez OnePoint, on a un mindset plutôt positif, plutôt pragmatique aussi, mais donc cette voie d'ouverture, parce qu'on s'adresse aussi à des retailers, elle est vachement intéressante, ce message que tu portes, de dire, attendez, effectivement, on sait que c'est difficile, le marché européen, le marché français, les marchés intérieurs, même aux États-Unis, c'est difficile, la retail apocalypse dont on parle, etc. Mais attendez les gars, il y a un territoire inexploré pour vous qui vous attend, et d'après ce que tu dis, à bras ouverts, et visiblement avec des cas de succès déjà éprouvés. Donc ok, essayons de s'ouvrir peut-être un petit peu plus. Il y a des voies à la fois conceptuelles, tu parlais des nouveaux concepts de retail, ou de tout ce qui est le sujet de seconde main, ou ces sujets de luxe aussi dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, se dire que c'est un acteur, et je crois que tu portes ça, toi, très très spécifiquement, ces sujets du luxe, et des interactions entre le luxe et la Chine, quand on entend dans le retail français, auprès des retailers, des distributeurs français, on entend luxe et Chine, le mot premier qui va venir à tout le monde, ça va être contrefaçon. Quand tu lui dis non, c'est pas ça. Au contraire, on est en train de réussir à vendre des produits de luxe européens en Chine, et de l'autre côté, il y a aussi des marques chinoises aussi. Enfin, ces interactions se font de manière assez étonnante finalement, parce qu'on les attendait pas. Ça, je pense que c'est la particularité, ça c'est la particularité d'une plateforme qui est uniquement une marketplace, où d'un côté, si tu veux, tu as un consommateur, mais de l'autre côté, tu as une marque, et tu es obligé de te soucier complètement des deux, parce que si tu ne focalises que sur le consommateur, en fait, tu laisses une partie de l'équation de côté. Et je pense que nous, dans le développement des plateformes qu'on a pu faire, notamment les plateformes de luxe, c'est quelque chose qu'on a créé complètement main dans la main, et c'est pour ça qu'on l'a créé à partir de Paris aussi, parce que c'est là où est LVMH, c'est là où Kering, c'est là où Chanel, Hermès et les autres, et on a créé leur plateforme, la plateforme qu'ils voulaient et sur laquelle ils voulaient s'investir. Et 3 ans après, on a une centaine de marques dessus, mais parce que on leur permet, si tu veux, d'avoir un lien. En fait, ce que j'adore dans le modèle de Tmall et le modèle du Luxury Pavilion, c'est que c'est vraiment la promesse qui avait été faite au début d'Internet aux marques, qui était de dire, vous allez avoir une relation directe avec le consommateur. Sauf que 20 ans après, la plupart des marques, elles passent encore par un distributeur. C'est un distributeur en ligne. Mais c'est un distributeur, et la problématique que tu as avec ton distributeur en ligne, c'est la même que celle que tu avais avec Carrefour, Auchan ou des sujets de distribution sélective, exclusive, exactement, dans le domaine et la pression sur les marges, sur le prix et autres. Alors que là, en fait, dans un modèle de marketplace, la marque, elle est totalement libre de sa stratégie de pricing, de sa stratégie de promotion, de sa stratégie de communication, celle qui a la main en fait sur la manière dont elle communique et elle engage, dont on parlait tout à l'heure avec le consommateur. Et c'est à mon avis la grande force de ce modèle-là. Et c'est un modèle qui n'existe pas aussi en Europe. Et pour les gens qui nous regardent, c'est un peu compliqué parce que c'est en mandarin, mais Chrome traduit relativement correctement, on va dire, le mandarin. Mais si vous tapez le nom de n'importe quelle marque .tmall.com, vous allez pouvoir ce qu'on appelle les flagship stores de ces marques. Et en fait, si vous tapez Nike.tmall.com ou Apple.tmall.com ou L'Oréal, Lancôme, Balenciaga, maintenant qu'on a lancé Prada, Chanel, vous allez vous retrouver vraiment dans l'univers de ces marques-là, ce qui n'est pas le cas quand vous allez dans le store-in-store d'un retailer en Occident. Ouais. Bon, Sébastien, c'est super intéressant. Je pourrais rester 1h30 de plus avec toi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour cet éclairage.
J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les gens qui nous regardent en ont appris autant. J'espère qu'on se voit très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Stay safe. Salut à toi aussi. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. On ne peut point les goûter, c'est du volement. Vous avez dénaturé le produit. Un bon vendeur a toujours un sourire sincère. Le client est roi, et le client, c'est vous.